En 1871, 3 sœurs d'Atlanta offrirent 8 âmes noires à leur père mourant. Ce qu'il en fit provoqua un scandale qui fut enterré si profondément que même les pierres tombales refusèrent d'en garder la mémoire. Mais les secrets, aussi bien gardés soient-ils, finissent toujours par remonter à la surface. Et celui-ci porta en lui l'odeur du sang, de la culpabilité et d'une conspiration qui ébranla les fondations même de la société sudiste d'après-guerre. Avant de poursuivre cette histoire troublante, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Nous adorons savoir d'où viennent nos auditeurs passionnés de mystères historiques. Atlanta, en cette année 1871, n'était plus que l'ombre carbonisée de ce qu'elle avait été avant la guerre. 6 ans s'étaient écoulés depuis la fin du conflit qui avait déchiré la nation, mais les plaies restaient ouvertes, suppurantes, refusant obstinément de cicatriser. La ville portait encore les marques de l'incendie ordonné par le général Sherman en novembre 1864. Des pans entiers de rues n'étaient que décombres recouverts par la végétation sauvage qui reprenait ses droits. Les bâtiments reconstruits à la hâte se dressaient comme des dents mal plantées au milieu des ruines noircies. Le quartier résidentiel où se trouvait la propriété Haverford avait mieux résisté que le centre-ville, mais l'atmosphère y était tout aussi oppressante. Les grandes demeures coloniales, autrefois symboles de prospérité et de puissance, semblaient maintenant se recroqueviller sur leurs secrets. Leurs colonnes blanches s'écaillaient. Leurs jardins jadis méticuleusement entretenus par des dizaines d'esclaves n'étaient plus que des enchevêtrements de ronces et de mauvaises herbes. Les magnolias centenaires projetaient des ombres épaisses sur les allées défoncées, comme pour cacher ce qui se tramait derrière les volets fermés. La guerre avait tout changé. L'abolition de l'esclavage, proclamée officiellement en 1865, avait bouleversé l'ordre social avec une violence qui dépassait celle des canons. Les anciennes familles de planteurs, qui avaient bâti leur fortune et leur statut sur le dos de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants réduits en esclavage, se retrouvaient désormais dans une position précaire. Leurs champs de coton étaient à l'abandon, leurs coffres vidés par les frais de guerre et les réparations, leur monde chamboulé de fond en comble. Mais la fin légale de l'esclavage ne signifiait pas la fin de l'exploitation. Dans toute la Géorgie et le Sud profond, un nouveau système s'était mis en place, aussi pernicieux que l'ancien, mais plus insidieux. On l'appelait le système des contrats de travail forcés ou convict leasing. Des hommes et des femmes noirs, arrêtés pour des délits mineurs ou inventés, condamnés à des peines disproportionnées, étaient ensuite loués comme main-d'œuvre à des propriétaires terriens, des compagnies de chemin de fer, des mines. En théorie, ils étaient des travailleurs contractuels. En pratique, ils étaient traités avec une brutalité qui rivalisait parfois avec celle de l'époque esclavagiste, car leurs employeurs temporaires n'avaient aucun intérêt financier à préserver leur santé ou leur vie. C'est dans ce contexte de reconstruction chaotique, de ressentiments bouillonnants et de violence à peine voilée que se dresse la demeure Haverford, une bâtisse imposante de style néoclassique, construite en 1838, qui avait autrefois dominé une plantation de près de 2000 hectares. La maison principale comportait 16 pièces réparties sur 2 étages, avec un portique majestueux soutenu par 6 colonnes doriques. Les briques rouges, importées de Savannah à grands frais, avaient pris avec le temps une teinte sombre, presque sanglante sous certains éclairages. Nathaniel Haverford avait hérité de cette propriété à la mort de son père en 1856. Il avait alors 32 ans, une épouse issue d'une famille tout aussi influente et 3 filles qu'il chérissait plus que tout au monde. Son portrait, peint juste avant la guerre, le montrait comme un homme grand et robuste, aux traits sévères, mais non dépourvus d'une certaine noblesse. Ses yeux gris acier fixaient le spectateur avec une assurance qui ne laissait aucun doute sur sa position sociale et son autorité naturelle. Lorsque la guerre éclata en 1861, Nathaniel répondit à l'appel sans hésitation. Sa position sociale et sa fortune lui valurent rapidement le grade de colonel dans l'armée confédérée. Il leva,
et commanda un régiment composé principalement de fils de planteurs et de fermiers blancs de la région. Ces hommes le respectaient, le craignaient parfois, mais suivaient ses ordres sans broncher. Pendant 4 années, le colonel Haverford combattit avec une détermination farouche pour défendre ce qu'il considérait comme son droit, son mode de vie, sa civilisation. Ses 3 filles, Margaret, Caroline et Elizabeth, restèrent à la propriété familiale avec leur mère. Margaret, l'aînée, avait 24 ans au début de la guerre. Elle avait épousé un jeune avocat d'Atlanta, Thomas Westcott, qui s'était engagé lui aussi et mourut lors de la bataille de Gettysburg en juillet 1863. Veuve à 26 ans, Margaret retourna vivre chez ses parents avec son fils de 3 ans, un garçon pâle et maladif nommé Samuel. Caroline, la cadette, avait 21 ans en 1861. Elle était considérée comme la plus belle des 3 sœurs, avec ses cheveux auburn et ses yeux verts qui fascinèrent les prétendants. Mais elle refusa tous les partis qui se présentèrent, préférant se consacrer à la gestion de la propriété familiale pendant l'absence de son père. C'était elle qui supervisait les derniers esclaves restés sur place, qui négociait avec les marchands, qui tenait les livres de compte avec une précision méticuleuse. Elizabeth, la benjamine, n'avait que 16 ans quand la guerre commença. Contrairement à ses sœurs, elle était d'une nature plus rêveuse, plus fragile. Elle passait ses journées à lire, à jouer du piano, à se promener dans les jardins en évitant soigneusement de croiser le regard des esclaves. Leur présence la mettait mal à l'aise, d'une manière qu'elle ne parvenait pas à expliquer, comme si leur simple existence lui rappelait quelque chose qu'elle préférait ne pas voir. La mère des 3 filles, Constance Haverford, née Pendleton, mourut en février 1864 d'une pneumonie, qui emporta également 2 des domestiques esclaves qui la soignaient. Sa mort laissa un vide immense dans la demeure, un silence pesant que même les prières et les condoléances ne parvenaient pas à combler. Les 3 filles se retrouvèrent seules, obligées de gérer une propriété en déclin, dans un monde qui s'écroulait autour d'elles. Lorsque Nathaniel revint en avril 1865, après la capitulation de Lee à Appomattox, ses filles eurent du mal à reconnaître l'homme qui descendit de la charrette poussiéreuse. Le colonel imposant et droit comme un chêne avait été remplacé par une silhouette voûtée, amaigrie, le visage creusé par la faim et l'épuisement. Mais ce n'était rien comparé aux blessures qu'il portait. Une balle de mousquet lui avait traversé le flanc gauche lors d'un des derniers engagements de la guerre, près de Petersburg, en Virginie. Les médecins militaires avaient fait ce qu'ils pouvaient, mais l'infection s'était installée. La plaie ne s'était jamais vraiment refermée, suintant constamment un liquide jaunâtre et nauséabond. Pendant 6 ans, Nathaniel vécut avec cette blessure purulente, alitée la plupart du temps, dépendant des soins de ses filles et d'une vieille femme noire nommée Ruth, qui avait choisi de rester à la propriété, même après l'abolition, n'ayant nulle part où aller à son âge. La douleur était constante, lancinante, et les doses croissantes de laudanum qu'il prenait pour l'apaiser le plongeaient dans des états de confusion où passé et présent se mélangeaient dangereusement. Au fil des années, quelque chose changea dans le regard du colonel. Ses filles le remarquèrent, même si elles n'en parlaient jamais entre elles. Parfois, au milieu de la nuit, elles entendaient sa voix rauque traverser les murs épais de sa chambre. Il parlait seul, ou plutôt il semblait s'adresser à des personnes qui n'étaient pas là. Il prononçait des noms que ses filles ne reconnaissaient pas, suppliait, s'excusait, pleurait. Margaret attribua ces épisodes aux effets du laudanum et de la fièvre récurrente. Caroline préférait ne pas y penser. Elizabeth, elle, sentait confusément que son père était hanté par quelque chose de bien plus tangible que les divagations d'un esprit malade. La propriété Haverford, autrefois grouillante de vie et d'activité, était devenue un lieu étrangement silencieux. Les anciens quartiers des esclaves, ces rangées de cabanes en bois où vivaient jadis plus de 150 personnes, étaient désormais vides et en ruine. Quelques anciens esclaves étaient revenus après la guerre, proposant de travailler contre un salaire dérisoire. Mais la plupart avaient fui vers le nord ou vers les villes, espérant y trouver une vie meilleure.
Ceux qui restèrent ne le firent que par nécessité absolue, et leur présence ajoutait une tension palpable à l'atmosphère déjà lourde de la demeure. Les sœurs Haverford, malgré leur éducation raffinée et leurs manières irréprochables, se retrouvèrent confrontées à une réalité brutale. Leur fortune s'était évaporée. Les billets confédérés qu'elles possédaient ne valaient plus rien. Les terres, bien que toujours officiellement leur propriété, ne produisaient presque rien sans main-d'œuvre suffisante. Les créanciers se faisaient de plus en plus pressants. L'avocat de la famille, un homme corpulent et transpirant nommé Jeremiah Caldwell, venait régulièrement leur expliquer avec des euphémismes embarrassés que la situation financière était critique. C'est dans ce contexte d'anxiété croissante et de peur du déclassement social que les trois sœurs prirent une décision qui allait tout changer. L'idée vint de Caroline, toujours la plus pragmatique, la plus déterminée à préserver coûte que coûte le statut de la famille. Si leur père mourait dans l'état actuel des choses, la propriété serait saisie pour payer les dettes. Mais s'il pouvait être convaincu de modifier son testament, de mettre en place des arrangements légaux protégeant certains biens, peut-être pourrait-elle sauver quelque chose du naufrage. Le problème était que Nathaniel, dans ses moments de lucidité, refusait de discuter d'affaires. Il semblait avoir perdu tout intérêt pour les questions matérielles. Pire encore, il avait commencé à tenir des propos troublants sur la nécessité de réparer ce qu'il appelait ses erreurs, ses péchés. Il parlait de restitution, de confession publique, de rachat. Ses filles échangeaient des regards inquiets à chaque fois qu'il abordait ces sujets, changeant rapidement de conversation. C'est par une chaude soirée de juin 1871 que les trois sœurs Haverford mirent leur plan à exécution. La chaleur de l'été géorgien s'était abattue sur Atlanta avec une intensité suffocante. L'air était épais, chargé d'humidité, et même à la tombée de la nuit, aucune brise ne venait soulager l'oppression. Dans la chambre du colonel Haverford, au premier étage de la demeure, les fenêtres grandes ouvertes ne laissaient entrer qu'un souffle tiède qui faisait à peine frémir les lourds rideaux de velours. Nathaniel Haverford gisait dans son lit à baldaquin, une structure massive en acajou qui avait appartenu à son grand-père. Les draps blancs, changés 2 fois par jour à cause des sueurs constantes, étaient déjà trempés. Son visage, autrefois plein et hâlé par le soleil, n'était plus qu'un masque cireux tendu sur des os saillants. Ses cheveux, complètement blancs maintenant, collaient à son crâne en mèches humides. Mais ce qui frappait le plus, c'était son regard. Ses yeux gris qui avaient commandé des centaines d'hommes, qui avaient fixé l'ennemi sans ciller sur tant de champs de bataille, brillaient maintenant d'une lueur fiévreuse où se mêlaient douleur physique et tourment intérieur. Depuis plusieurs semaines, son état s'était considérablement dégradé. La plaie à son flanc s'était infectée encore davantage, dégageant une odeur de chair putréfiée que même les parfums et l'encens ne parvenaient plus à masquer complètement. Le docteur Holloway, un vieil homme qui avait connu des jours meilleurs et se déplaçait maintenant en échange de quelques dollars et d'un repas chaud, avait déclaré lors de sa dernière visite qu'il ne restait au colonel que quelques semaines, peut-être quelques jours. La gangrène progressait inexorablement, et il n'y avait plus rien à faire sinon augmenter les doses de laudanum pour atténuer la souffrance. Margaret, Caroline et Elizabeth se tenaient dans le petit salon adjacent à la chambre de leur père, parlant à voix basse. C'était une pièce élégante, malgré le délabrement général de la demeure, avec des meubles en noyer ciré, un tapis persan usé mais encore beau, et au mur des portraits de famille, dont les regards semblaient juger tout ce qui se disait dans cette pièce. Caroline, debout près de la fenêtre, observait la nuit tomber sur les jardins envahis. Elle avait 31 ans, mais en paraissait 40. Les années de responsabilité écrasante, de privation et d'anxiété avaient gravé des rides profondes autour de sa bouche et de ses yeux. Elle portait une robe noire, austère, démodée de plusieurs années, dont le tissu élimé témoignait du fait qu'elle avait été retournée et reprisée plus d'une fois. « Il ne nous reste plus beaucoup de temps », dit-elle sans se retourner, sa voix à peine un murmure. « Caldwell est venu ce matin pendant que vous étiez aux courses.
Les créanciers ont donné un ultimatum. Si père meurt sans avoir réglé ses affaires, tout sera saisi dans les 30 jours. Margaret, assise dans un fauteuil près de la cheminée éteinte, leva les yeux de sa broderie. À 34 ans, elle était l'aînée et aurait dû être la figure d'autorité naturelle. Mais les années de veuvage et de deuil l'avaient affaiblie. Son visage autrefois gracieux s'était creusé, ses épaules s'étaient voûtées comme sous le poids invisible de tous les malheurs accumulés. « Nous avons déjà essayé de lui parler du testament, » répondit-elle d'une voix lasse. « À chaque fois, il refuse. Il dit qu'il a des choses plus importantes à régler d'abord, des choses à avouer. » Margaret fit une pause, son regard se perdant dans le vague. « Il a parlé hier d'écrire une lettre au gouverneur, une lettre de confession. » Élisabeth, la plus jeune, se tenait près de la porte, comme prête à fuir à tout moment. À 26 ans, elle était restée célibataire, sans prétendant réel depuis la fin de la guerre. Sa beauté délicate avait quelque chose de fantomatique, comme si elle n'était pas complètement présente dans la réalité qui l'entourait. Ses mains tremblaient légèrement quand elle parlait. « De quoi devrait-il se confesser exactement ?» demanda-t-elle, sa voix presque inaudible. Le silence qui suivit fut si lourd qu'on aurait pu le toucher. Caroline se retourna lentement, son visage plongé dans la pénombre du crépuscule. « Nous savons toutes ce qu'il a fait pendant la guerre, » dit-elle finalement. « Nous ne parlons jamais, mais nous savons. » C'était la première fois que l'une d'elles prononçait ces mots à voix haute. Margaret ferma les yeux, sa broderie oubliée sur ses genoux. Élisabeth porta une main à sa bouche, comme pour empêcher un sanglot de s'échapper. Elle savait, bien sûr qu'elle savait. Comment aurait-elle pu ne pas savoir? Les lettres que leur père avait envoyées pendant la guerre, d'abord régulières puis de plus en plus espacées et troublantes. Les bribes de conversations entendues quand des anciens compagnons d'armes venaient lui rendre visite après son retour. Les cauchemars qui le réveillaient en hurlant, dans lesquels il suppliait qu'on cesse de brûler les maisons, qu'on épargne les enfants. Les noms qu'il murmurait dans son délire, toujours les mêmes, comme une litanie de damnés. Ce qui s'était passé pendant l'hiver 1864, quelque part dans le nord de la Géorgie, lors de la retraite désespérée face à l'avancée de Sherman. Un village, des civils, des décisions prises dans la panique et la rage. Des ordres donnés qui ne pouvaient plus être retirés, des actes commis qui ne pouvaient plus être effacés. « Si père parle, » dit Caroline en revenant vers ses sœurs, « ce n'est pas seulement notre nom qui sera détruit, c'est notre survie même qui sera menacée. Vous savez ce que le gouvernement de reconstruction fait aux anciens officiers confédérés accusés de crimes de guerre. Ils saisissent tout, absolument tout. Nous nous retrouverons dans la rue sans un sou. » Margaret hocha lentement la tête. « Mais que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons pas l'empêcher de parler s'il en a décidé ainsi. » C'est alors que Caroline dévoila le plan qu'elle avait élaboré avec une froideur méthodique qui glaça ses sœurs jusqu'à la moelle. Elle avait pris contact, par l'intermédiaire de personnes peu recommandables qu'il valait mieux ne pas nommer, avec un propriétaire de plantation du comté voisin. Cet homme, un certain Silas Drummond, pratiquait le système de travail forcé avec une brutalité qui lui valait une réputation sulfureuse, même parmi ses pairs. Il possédait à tout moment entre 15 et 30 travailleurs noirs, officiellement sous contrat, mais en réalité prisonniers de dettes impossibles à rembourser, maintenus par la violence et la menace. Caroline avait négocié avec Drummond l'acquisition temporaire de 8 de ces travailleurs. L'arrangement était simple et révoltant. Ils seraient amenés à la propriété Haverford sous prétexte d'effectuer des travaux de réparation urgents. Leur présence servirait de monnaie d'échange avec leur père. Les sœurs espéraient qu'en lui offrant ces travailleurs, en ravivant ses instincts de maître de plantation, il pourrait le ramener à une mentalité plus pragmatique. Peut-être accepterait-il alors de s'occuper de son testament, de protéger l'héritage de ses filles, de mettre de côté ces dangereuses velléités de confession. « C'est monstrueux », murmura Élisabeth, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Mère se retournerait dans sa tombe si elle savait. « Mère est morte », répondit Caroline avec une dureté qui fit sursauter ses sœurs.
Et nous serons mortes aussi, ou pire, si nous ne faisons rien. Ces gens reviendront à leur situation précédente dans quelques jours. Nous ne leur faisons aucun mal. Nous les utilisons simplement comme un outil de persuasion. Le mot « outil » résonna dans le silence, exposant la logique tortueuse qui permettait aux sœurs Haverford de se convaincre qu'elles ne franchissaient pas une ligne morale infranchissable. Elles n'allaient pas si loin que leurs ancêtres esclavagistes. Elles n'achetaient pas ces personnes. Elles ne les possédaient pas. C'était juste un arrangement temporaire, une nécessité désespérée dans des temps désespérés. Margaret finit par acquiescer, ses mains tremblantes serrant sa broderie jusqu'à en blanchir les jointures. Elisabeth ne répondit rien, mais son silence fut interprété comme un consentement. 2 jours plus tard, à la tombée de la nuit, une charrette bâchée remonta l'allée défoncée menant à la demeure Haverford. Silas Drummond conduisait lui-même. C'était un homme trapu d'une 50aine d'années, le visage rougeau marqué par l'alcool et le soleil impitoyable des champs. Il portait un pistolet à la ceinture, visible sous sa veste élimée. À côté de lui se tenait son contremaître, un homme maigre aux yeux froids, qui ne disait jamais un mot, mais dont le simple regard suffisait à faire baisser les yeux à quiconque le croisait. À l'arrière de la charrette, recroquevillée sous la bâche, se trouvaient 8 personnes. 4 hommes, 2 femmes et 2 enfants. Ils portaient tous des vêtements usés jusqu'à la trame, des pantalons et des chemises rapiécées qui avaient connu trop de propriétaires avant eux. Leurs visages étaient creusés par la faim et l'épuisement. Leurs mains calleuses témoignaient de travaux épuisants, effectués sans répit. Mais ce qui marquait le plus, c'était leur regard. Un mélange de résignation, de peur et de cette vigilance constante de ceux qui ont appris à ne jamais baisser leur garde. Caroline les accueillit à la porte de service, jetant des coups d'œil nerveux autour d'elle pour s'assurer qu'aucun voisin ne pouvait les voir. Drummond descendit lourdement de la charrette et cracha dans la poussière. « Voilà votre marchandise », dit-il avec un sourire qui révélait des dents jaunies. 8 têtes comme convenu, 3 $ par tête et par semaine. Ils mangent peu, travaillent dur. Si l'un d'eux essaie de s'enfuir, vous m'envoyez chercher. Mon contremaître a des chiens. Caroline lui tendit une enveloppe contenant l'argent prélevé sur les dernières réserves cachées de la famille. Drummond compta les billets lentement, les humectant avec sa langue pour vérifier qu'ils n'étaient pas collés, puis hocha la tête avec satisfaction. « Vous avez 3 semaines, dit-il. Après ça, je les reprends, avec ou sans votre accord. J'ai un contrat avec la compagnie de chemin de fer, et ils me demandent du renfort. » Une fois Drummond reparti, Caroline fit entrer les 8 personnes par la porte de service. Elles se tenaient dans le couloir étroit, transies malgré la chaleur, n'osant pas lever les yeux. L'une des femmes serrait contre elle une fillette d'environ 6 ans, aux grands yeux terrifiés. L'un des hommes, le plus âgé, devait avoir la 50aine. Son dos était légèrement voûté, et quand il bougea, Caroline aperçut sous sa chemise déchirée les cicatrices entrelacées de coups de fouet anciens et récents. Ce fut Margaret qui prit la parole, essayant de garder un ton qui se voulait rassurant, mais qui sonnait terriblement faux. « Vous allez rester ici quelques jours. Nous avons besoin de vous pour aider à convaincre notre père de quelque chose d'important. Vous ne serez pas maltraité, vous aurez à manger. Ensuite vous retournerez à votre situation précédente. » L'homme âgé leva enfin les yeux vers elle. Ce regard, Margaret ne l'oublierait jamais. Il contenait une compréhension si profonde, si désespérée de ce qui les attendait, que cela lui coupa le souffle. Il savait que leurs paroles ne valaient rien, que leurs promesses n'étaient que du vent. Il savait qu'ils étaient redevenus, le temps de cette transaction sordide, ce qu'ils avaient été avant l'abolition, des objets, des outils, des pions dans un jeu qui se jouait au-dessus de leur tête. « Oui, madame », dit-il simplement, sa voix grave et usée. « Comme vous voudrez. » Les 8 personnes furent conduites dans l'ancienne lingerie, une pièce au rez-de-chaussée qui donnait sur l'arrière de la propriété. On leur donna des couvertures, un seau d'eau, et Margaret fit porter de la cuisine du pain rassis et des restes de ragoût. Puis la porte fut fermée à clé de l'extérieur. Cette nuit-là,
Aucune des 3 sœurs ne dormit. Elles restèrent chacune dans leur chambre, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, écoutant les bruits de la vieille demeure qui craquait autour d'elles. Quelque part au rez-de-chaussée, dans cette pièce verrouillée, 8 êtres humains se demandaient ce que le jour suivant leur réserverait. Et au premier étage, dans sa chambre qui sentait la maladie et le laudanum, le colonel Nathaniel Haverford murmurait dans son sommeil fiévreux des noms que personne n'était censé entendre. Le lendemain matin, un dimanche, Caroline monta voir son père accompagné de ses 2 sœurs. Le rituel du réveil était toujours le même. Ruth, la vieille femme qui s'occupait de lui, l'avait déjà lavé et changé. Elle avait nettoyé la plaie comme elle le faisait 2 fois par jour, appliquant des cataplasmes dont l'odeur âcre de plantes médicinales se mêlait à celle, sous-jacente et rance, de la chair qui pourrissait lentement. Le colonel était adossé contre plusieurs oreillers, sa chemise de nuit blanche ouverte sur sa poitrine décharnée où chaque côte se dessinait avec une netteté presque obscène. « Père », commença Caroline en s'approchant du lit, ses sœurs restant légèrement en retrait. « Nous avons quelque chose à vous montrer, quelque chose qui devrait vous faire plaisir. » Nathaniel tourna lentement la tête vers elle. Ses yeux étaient injectés de sang, mais son regard était étrangement clair ce matin-là. Les effets du laudanum de la nuit s'étaient dissipés, le laissant dans cet état de lucidité douloureuse qui précédait généralement une nouvelle dose. « De quoi parles-tu, Caroline ?» Sa voix était un murmure rauque, chaque mot semblant lui demander un effort considérable. « Nous avons fait venir des travailleurs pour la propriété, 8 personnes qui vont nous aider à remettre en état les bâtiments, les champs. Nous voulions que vous les voyiez, que vous leur donniez vos instructions. Comme avant. » Le visage de Nathaniel se crispa. « Comme avant. Avant quoi, Caroline? Avant que notre monde s'effondre. Avant que j'apprenne ce que signifie vraiment posséder une autre âme humaine. » Un silence pesant tomba sur la pièce. Margaret et Elisabeth échangèrent un regard inquiet. Ce n'était pas la réaction qu'elles avaient espérée. Caroline, cependant, ne se laissa pas démonter. « Père, nous devons parler de choses pratiques. L'avocat Caldwell dit que nous n'avons plus beaucoup de temps avant que tout ne soit saisi. Si vous pouviez juste revoir votre testament, protéger certains biens au nom de... » Non. Le mot claqua avec une force surprenante venant d'un homme aussi affaibli. « Je ne signerai rien tant que je n'aurai pas fait ce qui doit être fait. J'ai des lettres à écrire, des aveux à faire, des réparations à accomplir. » Caroline sentit la panique monter en elle. Cela ne se passait pas du tout comme prévu. Elle devait changer de tactique, trouver un moyen de le ramener à la raison. « Très bien, père, si tel est votre souhait, mais accepteriez-vous au moins de voir ces travailleurs? De leur parler? Ils sont en bas, cela ne prendra que quelques minutes. » Nathaniel hésita, puis hocha faiblement la tête. « Qu'ils viennent. Mais je ne veux pas leur donner d'ordre. Je veux juste les voir. » Les 3 sœurs descendirent chercher les 8 personnes dans la lingerie. Quand elles ouvrirent la porte, elles les trouvèrent tous debout, silencieux, comme s'ils avaient attendu ce moment depuis l'aube. Ils suivirent Caroline dans l'escalier principal, leurs pas résonnant sur le bois ciré, leurs regards balayant prudemment les portraits accrochés au mur, les meubles anciens, tous ces signes de richesse bâtis sur leur exploitation et celle de leurs ancêtres. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre du colonel, la lumière du matin qui filtrait par les fenêtres créait des raies lumineux dans lesquels dansaient des particules de poussière. Nathaniel les observa s'approcher et quelque chose d'étrange se produisit. Son visage déjà pâle devint d'une blancheur crayeuse. Ses mains agrippèrent les draps avec une force qui sembla surgir de nulle part. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant le groupe avec une intensité presque insoutenable. « Non », murmura-t-il d'abord, puis plus fort. « Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas... » L'homme âgé du groupe s'était figé à mi-chemin entre la porte et le lit. Lui aussi regardait le colonel avec une expression indéchiffrable, un mélange de stupeur et de quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. « Colonel Haverford », dit l'homme lentement, et il y avait dans sa voix une tonalité que ses compagnons ne lui avaient jamais entendue auparavant. « C'est donc vous ?»
Les trois sœurs ne comprenaient pas ce qui se passait. Caroline s'avança. « Père, que se passe-t-il? Vous connaissez cet homme ?» Nathaniel ne pouvait détacher son regard du groupe. Ses lèvres tremblaient, formant des mots silencieux. Puis, avec une clarté terrible, il parla. « Gideon Freeman, Sarah Freeman, les enfants, mon Dieu, les enfants aussi. » Il se tourna vers ses filles, et elles virent dans ses yeux une terreur pure. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas savoir, ces personnes... » Il s'interrompit, pris d'une quinte de toux qui secoua tout son corps. Ruth se précipita avec un linge pour essuyer le sang qui teintait ses lèvres. Quand il put enfin reprendre son souffle, il tendit une main tremblante vers l'homme nommé Gideon. « Je vous cherchais, dit-il d'une voix brisée. Depuis des années, je vous cherchais. Pour vous dire que je suis désolé, si désolé. » Le silence qui suivit était assourdissant. Caroline sentit le sol se dérober sous ses pieds. Margaret porta une main à sa bouche, étouffant un gémissement. Élisabeth recula jusqu'à ce que son dos touche le mur, comme si elle voulait disparaître à travers la tapisserie. Gideon Freeman resta immobile un long moment, puis il fit un pas en avant. « Vous êtes désolé, vous êtes désolé. » Sa voix était basse, contrôlée, mais on y sentait vibrer une rage et une douleur accumulées pendant des années. Vous avez brûlé notre village. Vous avez ordonné à vos hommes de tout brûler. Les maisons, l'église, l'école que nous avions construite de nos propres mains. Vous avez dit que c'était pour empêcher l'ennemi d'utiliser nos ressources. Nathaniel ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues creuses. Je sais ce que j'ai fait. Vous avez tué mon fils. La voix de Gideon se brisa. Isaiah, il avait 12 ans. Il essayait de sauver les livres de l'école quand le toit s'est effondré. Vous ne l'avez même pas laissé sortir. Vos hommes gardaient toutes les issues. L'une des femmes du groupe, celle qui serrait la petite fille contre elle, s'avança à son tour. C'était Sarah Freeman. Son visage, ravagé par des années de douleur et de labeur, portait néanmoins une dignité qui rendait les sœurs Haverford incapables de soutenir son regard. « Vous avez pris nos terres, » dit-elle. « Après avoir brûlé le village, vous avez déclaré que ces terres étaient abandonnées, et vous les avez prises. Les actes de propriété que nos familles avaient obtenus après des années de travail, vous les avez détruits. Nous nous sommes retrouvés avec rien. Rien. » Nathaniel hocha la tête, incapable de parler. Les révélations se succédaient, chaque personne dans la pièce ajoutant une couche à l'horreur qui se dévoilait. Les autres membres du groupe n'étaient pas seulement des travailleurs quelconques que Drummond aurait pu fournir. Non. Par un hasard qui dépassait l'entendement, ou peut-être par une cruelle ironie du destin, Caroline avait ramené à son père les descendants directs et les survivants du massacre qu'il avait ordonné en janvier 1864. Le village s'appelait Shiloh Springs. C'était une petite communauté d'environ 50 personnes, toutes noires, la plupart affranchies avant même la guerre ou ayant fui l'esclavage pour se réfugier dans ce coin reculé des montagnes géorgiennes. Ils avaient reconstruit leurs maisons, défriché leurs terres, établi une église et même une petite école. Ils vivaient simplement, à l'écart, espérant juste qu'on les laisse en paix. Mais en janvier 1864, alors que l'armée de l'Union progressait inexorablement vers le sud, les troupes confédérées en déroute adoptèrent une politique de terre brûlée. Le colonel Haverford avait reçu l'ordre de détruire tout ce qui pourrait être utile à l'ennemi. Quand ses éclaireurs découvrirent Shiloh Springs avec ses réserves de nourriture, ses animaux, ses bâtiments solides, il prit une décision. Il ordonna l'évacuation du village, puis sa destruction complète. Mais ce qui aurait pu être une opération militaire relativement propre dégénéra rapidement. Certains habitants refusèrent de partir, essayant de sauver leurs biens, leurs animaux, les livres de l'école. Des soldats nerveux, épuisés, affamés, brutalisés par des années de guerre, se laissèrent emporter. Des coups de feu furent tirés. Le feu se propagea plus vite que prévu. Les sorties furent bloquées pour empêcher quiconque de retourner à l'intérieur. Quand la fumée se dissipa,
17 personnes étaient mortes. Des hommes, des femmes, des enfants. Le plus jeune avait 5 ans. Le plus âgé, 72. Leurs corps furent enterrés à la hâte dans une fosse commune non marquée. Les survivants, une trentaine de personnes, furent chassés sans ménagement. Nathaniel s'empara des actes de propriété du village, affirmant dans un rapport officiel que ces terres avaient toujours appartenu à des propriétaires blancs et que les occupants noirs étaient des squatteurs. Après la guerre, quand Nathaniel revint à Atlanta, il porta ce secret comme une plaie purulente, semblable à celle de son flanc. Il avait essayé de retrouver les survivants de Shiloh Springs, mais comment retrouver des personnes noires dispersées dans le chaos de l'après-guerre, souvent sans nom de famille reconnu, sans adresse, sans aucun moyen de les localiser? Il avait écrit à des bureaux de l'administration, à des églises, sans résultat. Et maintenant, par un retournement que sa conscience tourmentée interprétait comme un jugement divin, ils étaient là, dans sa chambre, amenés par ses propres filles. Dans les heures qui suivirent cette confrontation bouleversante, la demeure Haverford sombra dans une atmosphère de cauchemar éveillé. Les 3 sœurs se retirèrent dans le petit salon, incapables de formuler ce qu'elles venaient de découvrir. Leur père, l'homme qu'elles avaient respecté toute leur vie, était responsable d'un massacre. Pire encore, elles avaient involontairement ramené ses victimes jusqu'à lui. Caroline marchait de long en large, ses jupes bruissant dans le silence. Nous devons les renvoyer immédiatement, avant que quiconque ne sache qu'ils sont ici. Si cette histoire éclate, nous sommes perdus. Margaret, effondrée dans son fauteuil, secoua la tête. « Tu as entendu, père. Il veut leur parler. Il veut se racheter. Mon Dieu, Caroline, que pouvons-nous faire ?» Elisabeth, toujours près de la fenêtre, regardait les jardins sans les voir vraiment. « Nous avons commis une terrible erreur. Nous pensions sauver la famille et nous avons ouvert la boîte de Pandore. » Pendant ce temps, dans la chambre du colonel, une scène extraordinaire se déroulait. Nathaniel avait insisté pour que Gideon et Sarah restent. Ruth avait fait monter des chaises, et maintenant ces personnes qui auraient dû être ennemies, bourreaux et victimes, se faisaient face avec une intensité douloureuse. « J'ai les actes de propriété », dit Nathaniel d'une voix faible mais déterminée. « Vos terres, je les ai gardées toutes ces années, je ne les ai jamais vendues, jamais transférées. Je les ai gardées en attendant de pouvoir vous les rendre. Ils sont dans le coffre-fort de mon bureau. Ruth, s'il te plaît, va chercher Caldwell. Dis-lui de venir immédiatement. » Ruth hésita, regardant vers la porte par laquelle les filles étaient sorties. « Monsieur, vos filles. Mes filles n'ont pas leur mot à dire sur ce sujet, » répondit Nathaniel avec une fermeté qui surprit tout le monde. « Ces terres ne leur appartiennent pas. Elles n'ont jamais été à moi. Je vais réparer ce que j'ai détruit. C'est la seule chose qui compte maintenant. » Gideon Freeman le regardait avec une expression indéchiffrable. « Pourquoi maintenant? Vous aviez 6 ans pour faire cela. Pourquoi attendre d'être sur votre lit de mort ?» La question frappa Nathaniel comme un coup physique. Il ferma les yeux, cherchant ses mots. « Parce que j'étais un lâche. Parce que pendant 6 ans, j'ai choisi ma réputation, ma position sociale, ma famille, plutôt que la justice. Parce que j'avais peur de ce qu'avouer signifierait. Mais maintenant, il ouvrit les yeux, et il brillait de larmes. Maintenant je suis mourant, et je refuse de partir avec ce poids sur ma conscience. Si je dois être damné, au moins, je veux partir en sachant que j'ai essayé de réparer ne serait-ce qu'une fraction du mal que j'ai causé. » Sarah Freeman prit la parole, sa voix tremblante d'émotion. « Nos enfants sont morts dans votre feu, nos parents, nos amis. Comment des actes de propriété peuvent-ils compenser cela? Ils ne peuvent pas, » reconnut Nathaniel simplement. « Rien ne peut. Mais c'est tout ce que j'ai à vous offrir. Ces terres valent aujourd'hui beaucoup d'argent. » Atlanta grandit. Ces terres qui étaient loin de tout sont maintenant à la périphérie de la ville en expansion. Vous pourriez les vendre, commencer une nouvelle vie, ou les garder, y construire un nouveau Shiloh Springs. Je n'ai pas le droit de vous dire ce que vous devez faire. Je veux juste vous rendre ce qui vous appartient. Avant que la conversation ne puisse aller plus loin, la porte s'ouvrit brusquement. Caroline entra, suivie de Margaret et Elisabeth.
Le visage de Caroline était dur, déterminé. « Père, nous devons parler. Seul. » Nathaniel la regarda avec une expression de profond chagrin. « Caroline, non, pas maintenant, pas alors que je suis si proche de... »« Maintenant, » insista Caroline. Sa voix ne tremblait pas, mais ses mains, crispées contre sa jupe, trahissaient sa tension intérieure. « Monsieur Freeman, Madame Freeman, veuillez nous excuser quelques instants. » Gideon et Sarah échangèrent un regard, puis se levèrent lentement. Ils sortirent de la chambre, suivis par Ruth qui referma la porte derrière eux. Dès qu'ils furent partis, Caroline explosa. « Avez-vous perdu l'esprit ? Vous ne pouvez pas leur donner ces terres, ce sont les seuls biens de valeur qui nous restent. Si vous faites cela, nous nous retrouverons complètement ruinés. » « Ces terres ne sont pas les nôtres, » répondit Nathaniel calmement. « Elles ne l'ont jamais été. Elles le sont selon la loi. » La voix de Caroline monta d'un cran. « Vous avez les titres de propriété enregistrés à votre nom. Personne ne peut contester cela. Ces personnes n'ont aucun recours légal. C'est précisément pour cela que je dois agir maintenant. Parce que la loi ne réparera pas l'injustice que j'ai commise. Seule ma volonté peut le faire. » Margaret s'approcha du lit, les larmes coulant sur son visage. « Père, je comprends votre tourment. Vraiment. Mais pensez à nous. Pensez à votre petit-fils Samuel. Si vous donnez ces terres, nous perdons tout. Nous serons à la rue. Que deviendrons-nous » Nathaniel tendit une main tremblante vers sa fille aînée. « Ma chère Margaret, j'ai construit la fortune de cette famille sur le dos d'êtres humains réduits en esclavage. J'ai bâti notre nom sur l'exploitation et la violence. Je ne veux pas que mon petit-fils hérite de cela. Je préfère qu'il grandisse pauvre mais juste, plutôt que riche et porteur d'une malédiction. » Élisabeth, qui était restée silencieuse jusqu'alors, s'avança timidement. « Père, si vous restituez ces terres, si vous confessez ce qui s'est passé à Shiloh Springs, il y aura une enquête. Vous pourriez être poursuivi. D'autres personnes de votre régiment pourraient être impliquées. Il y aura un scandale énorme. » « Qu'il y ait un scandale, » répondit Nathaniel avec une détermination que ses filles ne lui connaissaient plus. « Qu'il y ait une enquête, que justice soit faite, enfin. Je mérite d'être jugé pour ce que j'ai fait. Et si d'autres doivent l'être avec moi, qu'il en soit ainsi. » Les trois sœurs se regardèrent, et quelque chose passa entre elles. Une compréhension silencieuse, terrible. Elles venaient de réaliser que leur père était sérieux. Il allait vraiment tout sacrifier, leur avenir, leur nom, leur survie même, pour apaiser sa conscience. Et elles ne pouvaient pas le laisser faire. Ce fut le début d'une bataille silencieuse et désespérée entre un homme mourant cherchant la rédemption et ses filles déterminées à protéger ce qui restait de leur monde, quoi qu'il en coûte. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension insoutenable. Nathaniel, malgré son état qui se dégradait rapidement, insista pour que Gideon Freeman et les autres restent à la propriété. Il voulait discuter avec eux, connaître leurs histoires, comprendre ce qu'ils avaient enduré depuis la destruction de Shiloh Springs. Les trois sœurs, horrifiées mais impuissantes, durent accepter que les 8 personnes s'installent dans les anciennes chambres de domestiques au 2e étage. Ruth servait d'intermédiaire entre le colonel et ses invités involontaires. C'était une situation étrange, presque surréaliste. Le jour, Gideon et les autres effectuaient effectivement quelques travaux autour de la propriété, réparant des clôtures, désherbant les allées, par habitude plus que par obligation. La nuit, ils se rassemblaient dans leur quartier, parlant à voix basse de ce qui leur arrivait, de cette situation incompréhensible où ils se trouvaient. Le 3e jour, l'avocat Caldwell arriva enfin. C'était un mardi après-midi orageux, et les nuages noirs qui s'amoncelaient au-dessus d'Atlanta semblaient présager des événements aussi sombres qu'eux. Caldwell monta directement voir le colonel, portant sa lourde serviette de cuir contenant tous les documents légaux nécessaires. Caroline l'intercepta dans l'escalier. « Monsieur Caldwell, j'ai besoin de vous parler avant que vous ne voyiez mon père. » L'avocat, un homme de 50 ans avec un ventre proéminent et des favoris grisonnants, haussa un sourcil. « Miss Haverford,
Votre père a été très clair dans son message. Il souhaite modifier son testament immédiatement. Justement, dit Caroline en baissant la voix et en jetant des coups d'œil nerveux autour d'elle. Mon père n'est pas dans son état normal. La fièvre, le laudanum, la douleur, ils affectent son jugement. Il dit des choses, il veut faire des choses qui sont irrationnelles. Caldwell fronça les sourcils. Êtes-vous en train de suggérer que votre père n'est pas en état de prendre des décisions légales? Je suggère que vous devriez évaluer très soigneusement sa lucidité avant d'accepter toute modification majeure de ses dispositions testamentaires. Caroline sortit une enveloppe de sa poche et la pressa dans la main de l'avocat. Pour votre temps et votre discernement. Caldwell regarda l'enveloppe, sentit l'épaisseur des billets qu'elle contenait, et son expression changea subtilement. Je vois, bien sûr, Miss Haverford, je dois m'assurer que mon client est pleinement conscient des implications de ses décisions. Mais quand Caldwell entra dans la chambre du colonel, il fut surpris de trouver Nathaniel remarquablement lucide. Assis dans son lit, soutenu par des oreillers, le colonel avait l'air épuisé, mais son regard était clair et déterminé. À ses côtés se tenaient Gideon et Sarah Freeman. « Caldwell », dit Nathaniel d'une voix qui ne tolérait aucune contestation. « Je veux que vous rédigiez immédiatement 2 documents. Premièrement, un acte de cession transférant toutes les terres que je possède dans le comté de Pickens au nom de Gideon Freeman et des autres survivants de Shiloh Springs. Deuxièmement, une déclaration sous serment détaillant exactement ce qui s'est passé à Shiloh Springs en janvier 1864. L'avocat ouvrit sa serviette, en sortit son nécessaire d'écriture, mais ses mains tremblaient légèrement. « Colonel, êtes-vous certain de vouloir faire cela? Les implications légales pourraient être considérables, sans parler des conséquences pour votre famille. » « Je n'ai jamais été aussi certain de quelque chose de toute ma vie, » répondit Nathaniel. « Commencez. » Pendant les 2 heures qui suivirent, Caldwell rédigea les documents sous la dictée du colonel. Nathaniel racontait tout avec une précision terrible, n'omettant aucun détail, ne cherchant aucune excuse. Les noms des victimes, les circonstances exactes, les ordres qu'il avait donnés, les conséquences de ses actions. Gideon et Sarah complétaient parfois le récit, corrigeant certains détails, ajoutant des informations que le colonel ignorait. Pendant ce temps, dans le couloir, les 3 sœurs écoutaient, le cœur battant. Elles entendaient la voix de leur père qui scellait leur ruine avec chaque mot prononcé. Caroline serrait les poings si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Margaret pleurait silencieusement. Elisabeth était devenue d'une pâleur mortelle, comme si elle allait s'évanouir à tout moment. Quand Caldwell émergea enfin de la chambre, il portait les documents fraîchement rédigés. Il évita le regard des 3 sœurs et se dirigea rapidement vers l'escalier. Caroline le rattrapa. « Ce n'est pas signé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix tendue comme un fil prêt à se rompre. « Non, » admit Caldwell. « Votre père veut signer demain, en présence de témoins officiels. Il veut que tout soit incontestable. »« Monsieur Caldwell, » dit Caroline en le saisissant par le bras, « vous savez ce que ces documents feront à notre famille. Nous serons ruinés, déshonorés. Mon neveu n'aura aucun avenir. Vous nous connaissez depuis des années. Vous avez été l'ami de mon père. Ne pouvez-vous pas ?» Caldwell se dégagea doucement. « Miss Haverford, je comprends votre détresse. Mais je suis l'avocat de votre père, pas le vôtre. Mon devoir est d'exécuter ses volontés, pas de les contrarier. » Il marqua une pause, puis ajouta plus doucement. « Cependant, si votre père devait... Si son état devait se détériorer avant demain au point qu'il ne puisse plus signer, eh bien, ces documents resteraient sans valeur légale. » Il quitta la demeure sans rien ajouter, mais son message était clair. Les 3 sœurs se retrouvèrent seules dans le hall d'entrée, le poids de la suggestion de Caldwell pesant sur elles comme une pierre tombale. Cette nuit-là, elles tinrent conseil dans le petit salon. La pluie battait contre les fenêtres, et de temps en temps un éclair illuminait leurs visages tendus. C'était Margaret, étonnamment, qui formula ce que les 2 autres pensaient, mais n'osait pas dire. « Nous devons l'en empêcher, par tous les moyens nécessaires. » Elisabeth porta une main à sa bouche.
Tu ne peux pas suggérer. Je ne suggère rien, la coupa Margaret. Je constate simplement que si Père signe ces documents demain, nous sommes perdus, toutes les trois, et Samuel aussi. Mon fils grandira dans la misère et le déshonneur. Caroline regardait fixement la pluie à travers la fenêtre. Le laudanum, si nous augmentons la dose, il ne se réveillera peut-être jamais, termina Margaret. Le silence qui suivit fut rompu par Élisabeth. C'est notre père. Nous parlons de tuer notre propre père. Nous parlons de le laisser partir en paix, dit Caroline d'une voix dure. Il souffre. Chaque jour est un supplice pour lui. Nous ne ferions que mettre fin à cette souffrance quelques jours plus tôt que prévu. Avec l'avantage que ces documents ne seront jamais signés, ajouta Margaret, que ces personnes retourneront d'où elles viennent, que le secret de Shiloh Springs restera enterré. Élisabeth se leva brusquement. Je ne peux pas, je ne participerai pas à cela. C'est monstrueux. Mais elle ne quitta pas la pièce. Elle resta là, debout près de la porte, tremblante, les yeux fermés, pendant que ses sœurs continuaient à planifier. Et son silence, aussi éloquent qu'un consentement, scella le sort de leur père. Ruth, la vieille domestique, préparait chaque soir la dose de laudanum du colonel. C'était une routine établie depuis des années. Elle mélangeait le laudanum avec un peu d'eau et de miel pour masquer l'amertume, puis le montait dans un petit verre. Caroline intercepta Ruth ce soir-là, avant qu'elle ne monte à l'étage. « Ruth, je vais porter le laudanum à Père ce soir. Tu as l'air épuisée. Va te reposer. » Ruth, qui avait effectivement 72 ans et souffrait d'arthrite, accepta avec reconnaissance. Elle ne vit pas Caroline verser une quantité supplémentaire de laudanum dans le verre, doublant presque la dose habituelle. Elle ne vit pas les mains de Caroline trembler tandis qu'elle effectuait ce geste irréversible. Caroline monta lentement l'escalier, chaque marche lui semblant plus difficile que la précédente. Devant la porte de son père, elle s'arrêta un long moment, le verre à la main, écoutant sa respiration sifflante à travers la porte. Elle pensa à toutes les fois où ce père l'avait portée sur ses épaules quand elle était petite, à la fierté dans ses yeux quand elle avait appris à lire, aux conversations qu'ils avaient eues sur la véranda les soirs d'été. Puis elle pensa à la ruine qui les attendait, à l'avenir détruit, et elle tourna la poignée. Nathaniel était réveillé, adossé contre ses oreillers, le regard perdu dans le vague. Quand Caroline entra, il tourna la tête vers elle et sourit faiblement. « Caroline, ma fille pragmatique, toujours si forte. »« Père, » dit Caroline en s'approchant du lit, le verre à la main. « J'ai votre laudanum. C'est l'heure. » Déjà, il regarda par la fenêtre où la nuit était maintenant complète. Le temps passe si étrangement maintenant. Parfois 1 heure semble une éternité, parfois une journée n'est qu'un battement de cœur. Caroline lui tendit le verre, mais il ne le prit pas immédiatement. Il la regardait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Tu me rappelles beaucoup ta mère, » dit-il. La même détermination, la même volonté de faire. Elle aurait été fière de toi. De la façon dont tu as tenu la propriété pendant la guerre, de comment tu as pris soin de tes sœurs. Les mots étaient comme des poignards dans le cœur de Caroline. « Père, s'il vous plaît, prenez votre médication. »« Caroline, je sais ce que tu penses faire, » dit-il doucement. Le sang de Caroline se figea dans ses veines. « Je ne comprends pas. Si tu crois que je ne t'ai pas observé ces derniers jours, toi et tes sœurs, je vois la panique dans vos yeux. Je vois les conversations que vous avez en chuchotant. Je sais que vous ne voulez pas que je signe ces documents demain. » Il marqua une pause, sa respiration devenant plus laborieuse. « Et je sais ce que contient ce verre. » Les mains de Caroline se mirent à trembler si violemment qu'un peu de liquide se renversa sur le sol. « Père, non, Combien as-tu mis? Le double? Le triple ?» Nathaniel tendit la main et prit le verre des mains de sa fille. « Assez pour que je ne me réveille jamais ?» Des larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Caroline. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Mais nous n'avons pas le choix. Si vous signez ces documents, nous perdons tout. Tout. Et tu crois que tu peux vivre avec cela ?» demanda Nathaniel. « Tu crois que tu pourras te regarder dans un miroir,
sachant que tu as tué ton propre père pour préserver un héritage bâti sur le sang et l'exploitation. Je ne sais pas, sanglota Caroline. Je ne sais plus rien. Le monde dans lequel j'ai grandi n'existe plus. Tout ce en quoi je croyais s'est effondré. Je ne sais plus ce qui est bien ou mal. Je sais seulement que je dois protéger ma famille. Nathaniel regarda longuement le verre dans sa main. Puis, avec un calme terrible, il le porta à ses lèvres et but tout, jusqu'à la dernière goutte. Caroline poussa un cri étranglé. « Non, père, qu'avez-vous fait ?»« Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, » répondit-il en reposant le verre vide sur la table de nuit. « J'ai choisi. Tu m'as donné un moyen d'échapper à cette douleur constante, et j'ai choisi de l'accepter. Mais pas pour tes raisons, Caroline, pour les miennes. » Il se cala plus profondément dans ses oreillers, et déjà ses yeux commençaient à se voiler. « Va chercher Gideon Freeman, rapidement. Il me reste peut-être 1 heure, peut-être moins. J'ai quelque chose d'important à lui dire. » Caroline, paralysée par le choc de ce qui venait de se passer, resta immobile. Nathaniel répéta, sa voix déjà plus faible. « Va le chercher. C'est mon dernier ordre, en tant que ton père. Obéis. » Caroline se précipita hors de la chambre, descendit l'escalier en trébuchant, et tambourina à la porte des quartiers où logeaient les 8 personnes. Gideon ouvrit, alarmé par l'urgence visible de la jeune femme. « Votre père ?» demanda-t-il immédiatement. Caroline hocha la tête, incapable de parler. Gideon la suivit à l'étage, Sarah et les autres sur ses talons. Quand ils entrèrent dans la chambre, Nathaniel était déjà clairement en train de sombrer. Sa respiration devenait superficielle, irrégulière. Sa peau avait pris une teinte cireuse, grisâtre. « Gideon » murmura-t-il en voyant l'homme s'approcher du lit. « Écoutez-moi bien, je n'ai plus beaucoup de temps. » Gideon s'assit sur la chaise à côté du lit, Sarah debout derrière lui. Les autres se tenaient en retrait, témoins silencieux de cette scène extraordinaire. « Les documents » continua Nathaniel avec difficulté, chaque mot lui demandant un effort immense. « Caldwell les a, il reviendra demain, mais je ne serai plus là pour les signer. »« Colonel » commença Gideon, mais Nathaniel leva une main tremblante pour l'interrompre. « Dans mon bureau, tiroir du bas. » Clé autour de mon cou. Il porta une main à sa chemise de nuit, révélant une fine chaîne en argent. Les actes originaux de Shiloh Springs, je les ai gardés, pas dans le coffre-fort, cachés, pour que personne ne puisse les détruire. Sarah se pencha. Pourquoi nous dites-vous cela? Parce que... Nathaniel toussa, du sang colorant ses lèvres. Parce que ces actes, avec une déclaration témoin, pourraient tenir devant un tribunal, surtout si le juge est favorable. Il y a un juge à Atlanta, Thaddeus Monroe, un radical républicain. Il déteste les anciens confédérés. Il vous écoutera. La respiration de Nathaniel devenait de plus en plus laborieuse. Ses yeux se fermaient par moments, puis se rouvraient avec effort. Mes filles... Elles vont essayer de vous arrêter, de faire disparaître les preuves, de vous faire disparaître peut-être. Elles sont désespérées, dangereuses. Nous comprenons, dit Gideon doucement. Il prit la main du colonel mourant dans la sienne, un geste d'une générosité humaine qui fit monter les larmes aux yeux de tous ceux qui le virent. Nous serons prudents. Je suis désolé, murmura Nathaniel, ses yeux maintenant fixés sur Gideon avec une intensité qui commençait à s'estomper. Pour votre fils, pour tous ceux que j'ai tués, je sais que ça ne change rien, je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je suis désolé. Gideon resta silencieux un long moment, sa main tenant toujours celle du colonel. Finalement il parla, et sa voix était étrangement douce. « Je ne peux pas vous pardonner, colonel, ce n'est pas à moi seul de le faire. Ceux qui sont morts, eux seuls le pourraient, mais... » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Mais je crois que vous êtes vraiment désolé, et c'est quelque chose. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. » Nathaniel hocha faiblement la tête, les larmes coulant de ses yeux maintenant presque clos. « Prenez soin de mes filles. Malgré tout, elles ne sont pas mauvaises, juste effrayées. » Ces derniers mots furent à peine audibles. « Forgive them. » Puis sa respiration s'arrêta.
Sa main devint molle dans celle de Gideon. Le colonel Nathaniel Haverford était mort. Le silence qui suivit fut rompu par un cri depuis la porte. Margaret et Elizabeth étaient apparues, ayant entendu l'agitation. Elles virent leur père mort, Gideon tenant sa main, et comprirent instantanément ce qui s'était passé. Caroline, qui était restée contre le mur pendant toute la scène, effondrée, releva soudain la tête. Son visage, ravagé par les larmes, se durcit. Elle regarda Gideon et les autres avec une expression nouvelle, terrible. « Sortez !» dit-elle d'une voix basse et dangereuse. « Sortez de cette chambre immédiatement !» Gideon se leva lentement, lâchant doucement la main du colonel. « Miss Haverford, votre père vient de nous dire... » « Je me fiche de ce qu'il vous a dit, » coupa Caroline. « Mon père était mourant, confus par la douleur et les médicaments. Tout ce qu'il a pu dire n'a aucune valeur. Maintenant sortez, tous. » Il y avait dans son regard quelque chose qui fit reculer même Gideon. Sarah prit la main de la petite fille et l'entraîna rapidement vers la sortie. Les autres suivirent. Seul Gideon s'attarda un instant sur le seuil, regardant les trois sœurs qui se tenaient maintenant autour du lit de leur père mort. « Nous partirons demain matin, » dit-il. « Nous ne voulons pas de problème. » Caroline ne répondit pas. Elle regardait le corps de son père, et sur son visage se lisait un mélange de chagrin, de culpabilité et de quelque chose de plus sombre encore, une résolution terrible. Les 8 personnes ne dormirent pas cette nuit-là. Elles restèrent groupées dans leur quartier, parlant à voix basse, essayant de décider de la meilleure marche à suivre. Gideon avait expliqué ce que le colonel lui avait révélé à propos des documents cachés, mais la question était de savoir comment y accéder sans se mettre en danger. « Nous devrions partir maintenant, » dit l'un des hommes. Un jeune d'environ 25 ans nommé Isaiah comme le fils perdu de Gideon. « Ces femmes vont nous faire porter le blâme de la mort de leur père. »« Il est mort de maladie, » objecta Sarah. « Tout le monde le savait mourant. »« Croyez-vous que cela les arrêtera ?» répondit Isaiah amèrement. 3 femmes blanches de bonne famille accusant 8 nègres d'avoir tué leur père. Qui croyez-vous que les autorités écouteront ? Gideon réfléchissait, pesant leurs options. Si nous partons sans les documents, nous n'avons rien. C'est notre seule chance de récupérer nos terres, de faire connaître la vérité sur Shiloh Springs. Nous devons essayer. Et si c'est un piège ? Demanda la fillette, sa voix tremblante de peur. Si les papiers n'existent pas vraiment, alors nous mourrons pour rien, répondit Gideon simplement. Mais je crois que le colonel disait la vérité. Cet homme était rongé par la culpabilité. Il voulait racheter son âme avant de mourir. Finalement, ils décidèrent d'attendre l'aube. Ils iraient ensemble chercher les documents dans le bureau du colonel, puis quitteraient immédiatement la propriété pour se rendre chez le juge Monroe, dont Nathaniel avait parlé. Mais dans une autre partie de la demeure, les 3 sœurs Haverford tenaient un tout autre conseil. Elles étaient dans le bureau de leur père, la pièce où il avait géré pendant tant d'années les affaires de la plantation. Caroline avait trouvé la clé autour du cou de son père et avait déjà ouvert le tiroir du bas. À l'intérieur, comme Nathaniel l'avait dit, se trouvaient les actes de propriété originaux de Shiloh Springs, jaunis par le temps, ainsi qu'une liasse de lettres et de documents divers. « Nous les brûlons », dit Caroline en sortant les papiers. « Tous. Sans ces documents, leurs revendications n'ont aucune base légale. » Margaret regarda les papiers avec une expression de profond malaise. « Caroline, ce sont leurs propriétés légitimes. Père le savait. C'est pour cela qu'il les a gardées toutes ces années. » « Père était un vieil homme rongé par la culpabilité, » répondit Caroline durement. « Il aurait sacrifié notre avenir pour apaiser sa conscience. Eh bien, nous ne le laisserons pas faire. » Elisabeth, assise dans un coin de la pièce, semblait absente. Elle n'avait presque rien dit depuis la mort de leur père. Son regard était fixé sur un point invisible devant elle, et ses lèvres bougeaient silencieusement, comme si elle priait ou se parlait à elle-même. Caroline commença à déchirer les documents méthodiquement.
réduisant chaque page en confetti avant de les jeter dans la cheminée où un feu avait été allumé malgré la chaleur de l'été. Les flammes léchèrent avidement le papier ancien, transformant en cendres des décennies de droits de propriété durement gagnés. Mais ce n'est pas suffisant, dit Margaret lentement, comprenant où sa sœur voulait en venir. Ils savent, ils peuvent témoigner, ils connaissent toute l'histoire. Caroline se retourna, son visage éclairé par les flammes vacillantes de la cheminée. C'est pourquoi ils ne peuvent pas quitter cette propriété, pas vivants. Le silence qui suivit fut total. Même les craquements du feu semblèrent se taire. Elisabeth leva enfin les yeux, horrifiée. « Tu parles de meurtre, de 8 meurtres. Tu es devenue folle ?»« Je parle de survie, » répondit Caroline. « Silas Drummond viendra reprendre ses travailleurs dans 2 jours. Nous lui dirons simplement qu'ils se sont enfuis. Cela arrive constamment. Personne ne posera de questions. Ces personnes n'ont pas de famille qui les cherchera. Elles n'ont aucun statut officiel. Elles disparaîtront comme si elles n'avaient jamais existé. » Margaret porta les mains à son visage. « Mon Dieu, Caroline, comment en sommes-nous arrivés là? Comment avons-nous pu tomber si bas? »« Nous sommes tombés, » dit Caroline en s'approchant de sa sœur et en la prenant fermement par les épaules, « le jour où Sherman a brûlé Atlanta. Le jour où notre monde s'est effondré. Le jour où nous avons compris que personne ne viendrait nous sauver. Nous avons dû nous sauver nous-mêmes, et c'est ce que nous continuons de faire. »« Je ne participerai pas à cela, » dit Elisabeth en se levant brusquement. « Je ne serai pas complice de ceci. C'est démoniaque. »« Alors va dans ta chambre et ferme les yeux, » répondit Caroline froidement. « Mais ne nous trahis pas. Souviens-toi que si nous tombons, tu tombes avec nous. Tu es aussi coupable que nous de ce qui s'est passé ce soir. Tu n'as pas essayé d'arrêter la dose de laudanum. » Elisabeth recula comme si elle avait été giflée. Elle regarda ses sœurs avec une expression d'horreur pure, puis s'enfuit de la pièce en sanglotant. Caroline se tourna vers Margaret. « Je ne peux pas faire cela seule. » Margaret resta immobile un long moment, les yeux fermés, son visage vieilli d'une décennie en une nuit. Finalement, elle hocha lentement la tête. « Que Dieu nous pardonne. » Ce qui se passa exactement au cours de cette nuit de juin 1871 ne fut jamais établi avec certitude. Les faits qui émergèrent plus tard, pièce par pièce, à travers des témoignages fragmentaires et contradictoires, dessinaient une image d'une horreur méthodique et glaciale. Aux premières lueurs de l'aube, alors que les 8 personnes se préparaient à descendre chercher les documents, quelque chose d'étrange se produisit. Ruth, la vieille domestique, vint frapper à leur porte, avec un plateau de nourriture. « Les demoiselles Haverford m'ont demandé de vous apporter le petit déjeuner, » dit-elle, sa voix tremblante. Quelque chose dans ses yeux, une peur, un avertissement peut-être, aurait dû les alerter. Gideon, méfiant, prit le plateau mais ne toucha à rien. « Ruth, que se passe-t-il en bas ?» La vieille femme jeta un coup d'œil nerveux derrière elle. « Je ne sais pas, monsieur Gideon. Mais Miss Caroline, elle n'est pas dans son état normal. Elle et Miss Margaret, elles sont dans le bureau depuis toute la nuit. Elles parlent, elles complotent. Et puis... » Elle s'interrompit, hésitante. « Et puis quoi ?» insista Sarah. « J'ai vu Miss Caroline charger le fusil de chasse de feu le colonel, le vieux fusil qu'il utilisait pour la chasse. Et elle avait ce regard que j'ai vu chez les soldats pendant la guerre. Le regard de quelqu'un qui a décidé de faire quelque chose de terrible et qui est en paix avec cette décision. » Un frisson parcourut le groupe. Isaiah se leva d'un bond. « Nous devons partir. Maintenant. Par la fenêtre s'il le faut. » Mais avant qu'ils ne puissent bouger, ils entendirent des pas dans l'escalier. Plusieurs personnes montaient, puis des voix. Caroline, Margaret, et 2 autres voix masculines que personne ne reconnaissait. « Miss Caroline a fait venir des hommes de la ville, » chuchota Ruth, terrifiée. « Des hommes qui travaillent pour les créanciers, des hommes durs. Elle leur a dit que vous aviez volé des objets de valeur et que vous étiez dangereux. » Le piège se refermait. Les 8 personnes se regardèrent, comprenant soudain qu'elles n'avaient aucune issue. Ils étaient au 2e étage, les escaliers étaient bloqués.
et les hommes qui montaient étaient armés. Ce qui suivit fut rapide et brutal. Il y eut des cris, des luttes, des coups de feu. Les détails exacts ne furent jamais vraiment clarifiés. Ce qui est certain, c'est qu'au lever du soleil ce matin-là, 8 personnes disparurent de la propriété Haverford sans laisser de traces. En août 1878, un homme descendit du train à la gare d'Atlanta. Il s'appelait Jonathan Whitfield et il était journaliste pour le New York Tribune, un journal radical républicain qui s'était fait une spécialité d'exposer les crimes et les injustices perpétrées contre les populations noires du Sud pendant et après la guerre. Whitfield avait 32 ans, des lunettes rondes qui lui donnaient un air studieux et un carnet de notes qu'il remplissait constamment d'observations. Il était venu à Atlanta suivre une piste ténue, presque rien en réalité, juste une rumeur entendue dans un bureau gouvernemental de Washington. Un certain Silas Drummond, propriétaire de plantations dans le comté de Pickens en Géorgie, avait été arrêté pour pratiques illégales de travail forcé. Pendant son interrogatoire, tentant de négocier une réduction de peine, il avait mentionné une transaction qu'il avait effectuée en juin 1871 avec une famille d'Atlanta nommée Haverford. 8 de ces travailleurs contractuels avaient été loués à cette famille pour 3 semaines. Ils n'étaient jamais revenus. Les sœurs Haverford avaient prétendu qu'ils s'étaient enfuis. Drummond ne les avait jamais revus et n'avait jamais été payé pour la période complète. Sur le moment, personne n'avait prêté beaucoup d'attention à cette histoire. Des travailleurs noirs sous contrat s'enfuyaient régulièrement, tentant d'échapper aux conditions qui étaient souvent pires que l'esclavage. Mais quelque chose avait titillé l'attention d'un jeune clerc du bureau qui avait transmis l'information aux tribunes. Whitfield commença son enquête par le début, retrouver les sœurs Haverford. Il découvrit rapidement que leur situation avait considérablement changé depuis 1871. La propriété familiale avait été vendue 3 ans après la mort de leur père pour payer les dettes. Les 3 sœurs vivaient maintenant dans une pension modeste du centre-ville, survivant grâce à de petits travaux de couture et à la charité discrète de quelques anciennes relations familiales. Whitfield se présenta un après-midi à la pension. C'est Margaret qui le reçut dans le petit salon commun, un endroit sombre et étroit qui sentait le renfermer. À 41 ans, elle semblait en avoir 20 de plus. Ses cheveux étaient complètement blancs, son visage creusé, ses mains tremblaient constamment. « Madame Westcott », commença Whitfield après s'être présenté, « je voudrais vous poser quelques questions concernant juin 1871, plus précisément concernant 8 personnes qui auraient séjourné dans votre propriété à cette époque. » Le visage de Margaret perdit toute couleur. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit pendant plusieurs secondes. Finalement, d'une voix à peine audible, elle dit « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Madame, j'ai les registres de Silas Drummond. J'ai sa déclaration sous serment. Ces personnes ont bien été amenées chez vous. Que leur est-il arrivé ?» Margaret se leva brusquement, ses mains agrippant sa jupe. « Elles sont parties. Elles se sont enfuies. C'est ce qui s'est passé. Toutes les 8, en même temps, sans prendre aucune de leurs affaires, sans laisser aucune trace. » Whitfield consultait ses notes. « Madame, j'ai parlé avec d'anciens domestiques de votre famille. L'une d'entre elles, une certaine Ruth Pickens, aujourd'hui décédée, avait confié à son pasteur avant sa mort qu'elle avait été témoin de quelque chose de terrible dans la propriété Haverford cette nuit-là. Quelque chose qui la hantait jusqu'à son dernier souffle. » Margaret porta les mains à ses tempes, comme si sa tête allait exploser. Ruth était sénile. Elle ne savait plus ce qu'elle disait. Elle était parfaitement lucide quand elle a fait sa déclaration. Contre Whitfield, il se pencha en avant. « Madame Westcott, ces personnes avaient des noms. Gideon Freeman, Sarah Freeman, leur petite fille Clara. Je veux savoir ce qui leur est arrivé. Je vais découvrir la vérité, avec ou sans votre aide. » À ce moment, Caroline entra dans la pièce. À 44 ans, elle avait conservé une certaine dignité malgré la pauvreté qui était désormais leur lot. Mais son regard était dur, froid, comme gelé de l'intérieur. « Monsieur Whitfield, »
dit-elle d'une voix calme et contrôlée. « Ma sœur vous a déjà répondu. Ces personnes sont parties de leur propre chef. Nous n'avons aucune autre information à vous fournir. Maintenant, je vous prierai de quitter notre demeure. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. » Whitfield se leva lentement, rangeant son carnet. « Très bien. Mais sachez que je ne laisserai pas tomber cette affaire. J'ai déjà demandé qu'on procède à des fouilles sur votre ancienne propriété. Si quelque chose s'est passé là-bas, si ces personnes ont été blessées, ou pire, les preuves ressurgiront tôt ou tard. » Le visage de Caroline ne trahit aucune émotion, mais ses yeux se durcirent encore. « Faites ce que vous voulez, monsieur. Vous ne trouverez rien parce qu'il n'y a rien à trouver. » Après le départ du journaliste, les deux sœurs restèrent immobiles dans le salon. Margaret finit par s'effondrer dans un fauteuil, sanglotant. « Il sait. Mon Dieu, il sait. Nous serons découvertes. Nous serons jugées. Pendues. Calme-toi, ordonna Caroline. Il ne sait rien. Il suppute, il suppose. Sans preuve, il ne peut rien contre nous. Et les fouilles, s'ils creusent, ils ne trouveront rien, dit Caroline avec une assurance qui glaça même sa sœur. Nous avons été prudentes, très prudentes. Mais Margaret ne pouvait pas se calmer. Les années qui avaient suivi cette terrible nuit de juin 1871 avaient été un enfer de culpabilité et de terreur. Elisabeth avait complètement perdu la raison. Elle était maintenant internée dans un asile de Savannah, incapable de communiquer avec le monde extérieur, vivant dans un état de terreur permanente, où elle voyait sans cesse les fantômes de ceux qu'elle avait laissés mourir. Margaret, elle, avait tenté de continuer à vivre normalement, mais les cauchemars ne la quittaient jamais. Chaque nuit, elle voyait leur visage, elle entendait leurs supplications, elle revivait chaque horrible moment de cette aube où tout avait basculé dans l'horreur absolue. Seule Caroline semblait avoir trouvé un moyen de vivre avec ce qu'elles avaient fait. Elle s'était enfermée dans une carapace de glace, refusant de ressentir quoi que ce soit, se concentrant uniquement sur la survie au jour le jour. Mais parfois, la nuit, Margaret l'entendait pleurer doucement dans sa chambre. Et alors, elle comprenait que sa sœur payait elle aussi le prix de leur crime. Whitfield, comme il l'avait promis, ne lâcha pas l'affaire. Il interrogea des dizaines de personnes, reconstruisant patiemment les événements de juin 1871. Il découvrit que le colonel Haverford était mort cette nuit-là d'une overdose de laudanum, que des documents concernant un lieu nommé Shiloh Springs avaient existé mais avaient disparu, que les 8 personnes amenées à la propriété par Drummond n'avaient plus jamais été vues après cette nuit. Il se rendit sur l'ancienne propriété Haverford, maintenant divisée et vendue à plusieurs propriétaires différents. Avec l'autorisation du tribunal, il fit procéder à des fouilles dans plusieurs endroits suspects. Les anciens quartiers des esclaves, la zone près de la rivière qui traversait la propriété, les caves de la demeure principale. On ne trouva rien, aucun corps, aucun ossement, aucune preuve tangible qu'un crime avait été commis. Si quelque chose s'était réellement passé, les coupables avaient fait un travail remarquable pour effacer toute trace. Whitfield publia néanmoins une série d'articles dans le Tribune, exposant ce qu'il avait découvert, les incohérences dans les témoignages, les zones d'ombre, les disparitions inexpliquées. Ces articles créèrent un certain émoi dans les cercles abolitionnistes et radicaux du Nord, mais dans le sud de la reconstruction qui s'achevait, alors que les anciens confédérés reprenaient progressivement le pouvoir, personne ne voulait voir